On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de bénévolat auprès des personnes en fin de vie. Mais d'abord, on vous parle de politique municipale, de comité de citoyens et peut-être à nouveau d'une candidature à la mairie pour Claude Bachand. Il a été député fédéral de Saint-Jean durant 18 ans, de 1993 à 2011. Il a également été candidat à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu à la dernière élection en novembre 2013. Il a passé par quoi? À peu près 500 voix de devenir maire. Il a terminé deuxième dans une course à 9 candidats, il faut quand même le rappeler. Je parle ici de Claude Bachand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Et là, vous reprenez du service avec le lancement d'un comité de citoyens. Oui, je pense que c'était une urgence de faire ça, d'ailleurs. Vous savez, vous avez assisté à l'Assemblée hier, alors moi, je pense que M. Fecteau a mis le feu aux poudres et puis on est dans une paralysie croissante depuis ce temps-là au niveau des délibérations puis toute la démocratie qui se passe à l'Hôtel de Ville. Alors, je pense que c'est dû qu'on ait un comité de citoyens pour redonner la ville aux citoyens. Puis, c'est un travail constructif qu'on veut faire aussi. C'est pas une critique acerbe uniquement, puis se retirer, puis aller s'asseoir dans la salle. C'est je l'ai dit d'ailleurs au maire dans ma présentation hier, on va être critique vis-à-vis lui, mais on va suggérer des voies de solution puis des alternatives à ce que le conseil décide. Puis on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Parce qu'hier, ils n'ont pas beaucoup réagi. Je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ça, mais en tout cas, pour ce qui est de nous, là, on est déterminés à lancer ça le plus rapidement possible. Bon. En même temps, pour certains conseillers municipaux qui ont vu neiger, je parle de Jean Fontaine, Christiane Marcoux, Yvan Berthelot, ils vous ont dit également à la fin du conseil, M. Bachand, on vous voit venir, là. On comprend, vous lancez un comité de citoyens, mais en arrière de ça, vous êtes en train de préparer votre prochaine campagne à la mairie. Bien sûr, je m'attendais d'ailleurs à ça, parce que moi-même, j'ai vu beaucoup de tempêtes de neige aussi, puis même le blizzard, hein, comme j'étais député pendant le blizzard. Alors, donc oui, je m'attendais à ça, mais on réaffirme que, de toute façon, la campagne électorale, elle est lancée, mais c'est beaucoup prématuré, ça, cette campagne électorale-là. C'est le maire qui a forcé ce départ hâtif-là. Alors, nous, on dit, en attendant, on ne peut pas attendre que les enjeux soient discutés juste à la prochaine campagne électorale. Je pense que les citoyens veulent se regrouper, puis c'est ça qu'on va leur offrir. Revenons à novembre 2013, parce que vous étiez candidat à la mairie dans une course à 9. Vous avez terminé deuxième, derrière M. Fecteau, avec à peu près quoi, 500 voix de différence. Oui, vous l'avez dit, oui. Comment vous vous êtes senti dans les jours et les semaines qui ont suivi? On se dit, là, je viens de faire une campagne électorale. J'ai passé à 500 voix d'être maire de Saint-Jean d'une course à 9. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement, je tourne la page, je m'amuse, je profite de ma retraite? Ou si, derrière votre tête, vous vous dites, peut-être que je vais me représenter, peut-être que ça va me retenter de retenter ma chance? Bien, c'est peut-être la deuxième option que vous venez de dire. Dans le fond, moi, j'ai toujours été un gars qui refuse de couper les ponts, qui refuse de fermer les portes. Je trouve que la vie nous offre beaucoup d'opportunités, puis quand tu as coupé les ponts et tu as fermé les portes, il y a des opportunités qui vont t'échapper. Alors, donc, c'est sûr que c'est un peu frustrant. C'est juste par 500 voix. Ça aurait pu tourner autrement. Mais j'ai toujours aussi respecté la décision de la population. On est en démocratie. On dit souvent que la voix du peuple est la voix de Dieu. Alors, il faut respecter la décision des gens. Mais même aux dernières fédérales, quand vous avez entendu parler du retour de Gilles Duceppe, pendant l'espace d'un instant, ça vous a tenté de vous réessayer? Oui, ça m'a tenté. J'avais mis 2 conditions, vous avez raison. Je voulais que le Parti québécois de Saint-Jean, que je connaissais très bien, soit derrière moi, et je voulais que Gilles et moi, on se parle au téléphone. Ouais. Alors, malgré mes appels, même si ça fait 18 ans que j'étais là, il n'a pas retourné les appels. Puis pour ce qui est du Parti québécois, bien, ils ont décidé d'encourager quelqu'un d'autre. Oui. Mais tout ça pour dire, dans le fond, que pour vous, l'action politique, que ce soit dans un comité de citoyens ou peut-être une prochaine candidature, peu importe, pour vous, ça n'arrête pas, ça. Comme vous dites, on ne coupe pas les ponts, là. Bien, moi, c'est ma philosophie. Il y a peut-être d'autres gens qui agiraient autrement. Mais moi, j'ai toujours aimé faire de la politique, puis j'ai toujours aimé servir les gens. Fait que je vous avoue que ça me manque, là. Alors, on va voir comment ça va tourner, là. Pour l'instant, c'est le comité de citoyens sur lequel on met notre emphase. Et puis, on veut donner la parole aux citoyens, puis on veut aussi les défendre lorsqu'il y a des dossiers difficiles. Puis, on a dit au maire qu'on va être critique, mais on va suggérer des alternatives à ces décisions.
En même temps, depuis la dernière élection municipale, un autre des candidats à la mairie, dans ce cas-ci, Alain Laplante, qui a terminé, lui, 3e, donc derrière vous, a continué presque à chaque assemblée, à toutes les 2 semaines, avec certains de ses candidats également à fréquenter le conseil pour questionner le conseil. Est-ce que pour vous, l'action citoyenne d'Alain Laplante depuis 2 ans et demi est efficace à l'égard du conseil de ville? Autrement dit, est-ce qu'Alain Laplante fait un certain travail d'opposition, mais dans la salle, si on veut? Oui, mais disons qu'il y a la forme de l'opposition, puis il y a le fond de l'opposition. Sur le fond, vous avez raison. Il s'est inscrit comme étant celui qui est l'adversaire du pouvoir établi actuellement. Par contre, moi, je respecte son point de vue, puis je respecte la façon qu'il décide de procéder. Mais moi, je procède différemment. Je suis capable de me battre, mais je ne veux jamais mettre mon adversaire au plancher et surtout être disgracieux à son égard. Moi, je suggère plutôt une approche plus positive, c'est-à-dire critiquer, mais aussi bâtir d'autres choses. Et c'est aux élus, finalement, à décider, mais on ne pourra pas nous reprocher, là, au comité de citoyens, de ne pas faire des suggestions puis de juste critiquer. Alors, moi, c'est mon approche. Puis Alain en a un autre, et puis je le respecte. C'est à lui à décider de quelle façon il veut se comporter. Bon. En même temps, le maire, lundi soir, quand il vous a accueilli au micro, a quand même eu la sagesse de vous dire, peu importe nos divergences d'opinion, on est capable de se parler. Ça a toujours été le cas pour tous mes adversaires, d'ailleurs. Il a déjà été votre adversaire aussi au fédéral. Exactement. Exactement. Alors, on se connaît de longue date, disons, là, puis je l'ai connu aussi dans les autres fonctions qu'il a occupées, là, la Chambre de commerce puis tout ça, là. Alors donc, j'ai trouvé que c'était une belle approche de sa part de le dire, là. Puis il n'y avait pas de rancœur ni d'un côté ni de l'autre. Alors, ça a bien été. Pour vous, qu'est-ce qui ne marche pas en ce moment à l'Hôtel de Ville? Bon, bien, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Le climat industriel puis le climat commercial à Saint-Jean n'est pas bon. On sait qu'on fait face à de la compétitivité, de la compétition très féroce avec le 10-30 puis tout ça. Ce que je vois, ce que je constate, beaucoup de commerçants me disent on perd notre clientèle tranquillement, mais sûrement. Puis ces gens-là, on sait où ils vont au 10-30. Puis vous savez que le 10-30 veut doubler sa superficie aussi. Alors donc, on fait face à un géant. Qu'est-ce qu'on met comme plan d'action sur la table? Bien, on n'a pas eu grand-chose jusqu'à maintenant. Puis du côté industriel, c'est un peu la même chose. Le bilan des emplois est négatif dans l'industriel. Peu à peu, les industries ont quitté. Puis ça n'a pas été remplacé par d'autres industries. Puis je dirais même que le secteur secondaire dans lequel étaient ces gens-là créait des emplois quand même assez bien rémunérés. Mais quand ils ferment puis que les gens s'en vont dans le secteur tertiaire où ils doivent sacrifier une partie de leur salaire, ça n'amène pas, ça, des retombées bien positives pour la ville. Puis là, sur le côté de la démocratie, bien, je l'ai dit au maire aussi hier, je pense que la façon qu'il a procédé avec son équipe, c'est antidémocratique, il faut le dire. Quand les gens votent pour un candidat local, puis c'est lui qui est élu, je trouve que le maire se doit de composer avec cette équipe-là. C'est trop facile de dire je vous discarte toutes, là, à un an et demi des élections, puis vous ferez ce que vous voudrez, moi je m'en viens avec une autre équipe. Ça ne pouvait pas passer comme une lettre à la poste, ça. Je ne comprends pas d'ailleurs sa stratégie là-dedans, puis il aurait dû comprendre que ce n'est pas des agneaux qu'on sacrifie, là. Ils vont protester, eux autres, là. Puis c'est ça qui s'est passé, puis depuis ce temps-là, on assiste à une paralysie, comme je disais tantôt, qui est croissante. Donc, vous n'appréciez pas le fait que le maire ait expulsé Justin Bessette du comité plénier, malgré l'enquête interne dont il fait référence? Oui, mais l'avez-vous vu, l'enquête interne? Non. Ça, c'est une autre affaire, là, l'aspect juridique ou l'aspect de la justice, là, c'est toujours quelque chose là-dedans qu'il faut faire attention avant de condamner quelqu'un. Il faut qu'il ait été sous enquête et il faut qu'on lui donne la preuve puis qu'on lui montre le chef d'accusation, ce qui n'a pas été le cas. Le fait d'avoir tassé Hugues Larivière du comité consultatif d'urbanisme ou encore Yann Langlois de l'équipe Laplante de la présidence du comité de l'environnement. Donc, pour vous, et hier, on a vu aussi une déclaration de Mélanie Dufresne qui s'est sentie un peu mise de côté également. Bref, 4 conseillers sur 12 qui, visiblement, ne sont pas très heureux. Mais en même temps, il y en a 8 autres qui semblent être heureux dans le système actuel. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, de votre côté, là? Parce que le maire est élu sous une bannière. Et là, finalement, il y a certains membres de son équipe qui se dissocient de lui ou lui-même se dissocie d'eux. C'est un peu des deux, finalement. Ouais. Bref, il y a comme et même c'est Hugues Larivière qui le disait lui-même à sa dernière présence ici, il dit « Le maire n'est pas vraiment au pouvoir
parce qu'il est confronté, dans le fond, à une majorité de conseillers qui étaient de l'autre bord. Bref, Ouais, ça fait une c'est drôle de situation qui est difficile, disons, pour faire avancer les dossiers. Là. Bien, c'est ça que je dis, c'est que c'est une... ça n'a pas de bon sens, à mon point de vue. Là. C'est une paralysie croissante, puis elle va continuer de croître. Puis des assemblées, comme on a vu hier, on risque d'en voir énormément. Bon. Qui vous appuie là, dans le comité de citoyens? Parce que j'ai vu lundi soir que vous étiez accompagné d'un de vos anciens candidats, M. Godin. Oui. Mais qui sont les autres personnes qui vous accompagnent? Bien, c'est une bonne question. Là. Monsieur Varin aussi, qui s'est exprimé hier, là, c'est un des premiers qui m'a approché. Puis quand j'ai mentionné, moi, souvent sur mon Facebook, que je pense que ce serait une bonne idée de faire un comité citoyen. Puis là, quand j'ai vu comment ça tournait au niveau du conseil municipal, je me suis dit, c'est peut-être le temps. Puis M. Varin m'a appelé pour dire, Claude, j'aimerais ça te rencontrer. Puis là, ça a commencé comme ça. Mais là, on est à l'étape où c'est très embryonnaire. On est en train de construire l'ossature du comité des citoyens. On n'est pas rendu encore à mettre de la chair autour des os. Alors, mais par contre, on veut faire attention pour ne pas aller trop vite. Il faut, puis là, le temps nous donne raison. Là. De toute façon, il va y avoir un ralentissement du côté des réunions du conseil municipal. Alors, ça va nous donner le temps de se préparer comme il faut, puis faire une bonne rentrée en septembre, puis déjà avoir analysé certains dossiers, puis être sérieux dans notre démarche pour les citoyens. Bon. Je vous répète un peu la question qui vous a été posée hier. Est-ce que la mise sur pied du comité de citoyens se veut un tremplin pour une future campagne électorale? Bon, M. Stéphane Bergendron m'a demandé la même question aujourd'hui sur mon Facebook. Je lui ai répondu non. Là, il y a, comme je disais au début de l'entrevue, il y a une urgence d'agir. Alors, on va agir immédiatement. On n'attendra pas que la campagne soit déclenchée pour arriver avec des solutions. Il va déjà, le monde va en avoir déjà fait sur place pendant un an. Je pose ma question autrement. Donc, si le comité de citoyens n'est pas un tremplin pour une future campagne électorale, est-ce que vous, à ce moment-ci, vous avez des intentions de vous présenter à la mairie en novembre 2017? Je ne pourrais pas vous dire, puis on a parlé des portes ouvertes et des ponts qu'il ne faut pas démolir. Alors, j'ai pas fermé de porte, j'ai pas démoli de pont. Alors, je me sens libre de franchir le pont ou d'ouvrir plus largement la porte quand ce sera le moment venu. Mais là, je peux pas dire actuellement je vais être candidat alors que je pars quelque chose qui sont pour les citoyens à cause de l'urgence. On est comme paralysés, là. On est des gens de l'extérieur, on est peu au conseil municipal. Je suis plus député, alors ça limite notre marge de manœuvre, ça. Alors donc, pour l'instant, j'espère juste que les gens vont saluer, puis ça avait l'air à bien aller sur mon Facebook aujourd'hui. J'ai donné un compte-rendu. Puis les gens semblaient très heureux que le comité de citoyens soit créé. Alors, on va faire ça pour commencer, puis après ça, bien, moi, je me réserve toutes mes options, puis je ne couperai pas les ponts, je ne fermerai pas les portes. On va se voir encore souvent, monsieur. Je l'espère. J'ai comme l'impression qu'on va vous voir souvent au conseil de ville aussi. Là. Ah oui, bien là, il faut être assidu quand même. Ça, plus de présence. Ouais. Là. Puis vous, bien, vous avez toujours été un de mes journalistes préférés, parce que vous m'invitez souvent. Pensez que c'était pour dire, c'est parce que vous découvrez mes scoops avant les autres. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est déjà arrivé, ça. C'est vrai aussi, ça. C'est très vrai. Oui. J'ai plusieurs exemples, mais disons que vous avez des bons scoops. Des fois, on essaie. Vous êtes bien branchés. M. Bachand, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon été, au plaisir de se revoir l'automne prochain. Bien sûr. Et peut-être dans 18 mois, dans une campagne électorale. On verra. Qui sait, l'avenir nous le dira. Oui. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la relance du groupe Le Tournant, des bénévoles dédiés aux soins palliatifs. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de golf. Oui, avec Robert Lancio, DG du club de golf de Saint-Jean. Et toi, on parle d'un après-carrière? Exactement, la vie après le football avec l'ancienne Alouette Samuel Fournier. Manquez pas ça.
Parlons maintenant de soins palliatifs, mais principalement aussi de bénévolat auprès de ces personnes qui sont en fin de vie. Deux invités pour en parler. D'abord, Hélène Roster, qui est la directrice générale du groupe Le Tournant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Francine Pilon, qui est une membre très active auprès du groupe Le Tournant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le groupe Le Tournant existe depuis combien de temps maintenant? Comme tel, le groupe existe depuis 1991 et c'était jadis, jusqu'en 2009, c'était chapeauté par le Centre d'action bénévole d'Iberville. Et en 2009, le Centre d'action bénévole a suggéré, a décidé que le groupe Le Tournant, parce que c'était un groupe qui avait quand même beaucoup d'ampleur, devienne autonome. Et il y avait eu aussi des visites par les gens du programme de lutte contre le cancer en 2007 qui étaient allés au Cap d'Iberville en disant le Tournant, c'est un groupe important, c'est un organisme qui pourrait se suffire à soi-même puis être indépendant et autonome. Alors en 2009, le 11 mars 2009, le Tournant s'est incorporé et est devenu autonome. Mais il n'est plus maintenant chapeauté par le Centre d'action bénévole et est complètement autonome avec son numéro d'enregistrement, sa charte, ses règlements et tout. Bon. Et à quoi ressemble le groupe Le Tournant de 2009 à aujourd'hui au niveau de son niveau d'activité? C'est un groupe qui a beaucoup, beaucoup évolué. Quand je suis arrivée en poste, moi, en janvier 2010, la Maison des soins palliatifs sur le boulevard Saint-Luc, dans le secteur Saint-Luc, venait d'emménager en 2007 dans des nouveaux locaux, dans un partenariat public-privé, à la résidence Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, le mandat était de réintégrer les bénévoles aux soins palliatifs et de commencer par l'accueil, commencer par avoir des bénévoles qui visitaient les patients dans les chambres. Ça a été en 2010. En 2011, on a commencé à nous demander d'aller à domicile aussi. Alors, on a des bénévoles qui sont à la Maison des soins palliatifs, on a des bénévoles qui sont à domicile avec les gens qui veulent rester dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Et on a aussi un groupe pour les personnes endeuillées. Alors, de 2010 à aujourd'hui, le nombre de bénévoles a beaucoup augmenté. Si on compte les gens qui viennent nous aider de façon ponctuelle, on a entre 50 et 60 personnes qui viennent nous aider, mais de bénévoles actifs toutes les semaines, il y en a environ une quarantaine. Quarantaine. Oui. Bon. Madame Pilon, qu'est-ce qui fait que vous êtes impliquée dans le groupe Le Tournant? Parce que je ne sais pas dire non. Parce que Hélène m'a appelé, Hélène m'a demandé son aide au niveau du conseil d'administration. Vous savez, dans les petits conseils d'administration, les membres, dans les petits organismes, je devrais dire, les membres du conseil d'administration doivent s'impliquer physiquement, participer aux levées de fonds, participer aux activités. Alors, c'était à ce niveau-là qu'elle avait besoin de moi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver des membres, des personnes impliquées qui pouvaient nous aider et former un nouveau conseil d'administration. Alors, on a gardé des membres. Il y avait plusieurs démissions à ce moment-là au niveau du conseil d'administration. Il fallait remplacer des gens. Alors, je suis allée parmi les gens que je connaissais et on a trouvé des membres pour le nouveau conseil d'administration. Un conseil d'administration de 7 personnes et avec 3 nouvelles personnes présentement. C'est ça. On a eu notre assemblée générale jeudi dernier et il y avait 3 postes à renouveler. Et il y a un poste vacant qui est devenu vacant là, tout récemment à cause d'un problème sérieux de maladie de notre trésorier. Alors, Francine, on s'était déjà rencontrés et on est à un point au groupe Le Tournant où on est à un point tournant, ni plus ni moins. Que là, on a établi, les bénévoles sont bien établis à la Maison des soins palliatifs. On a des bénévoles qui vont à domicile. Il y a eu un renouvellement de bénévoles comme tel. On a eu des formations régulières et à l'automne et au printemps. Donc, on est solide en tant que bénévole, malgré qu'il nous en manque encore pour aller à domicile et pour donner un coup de main aussi à la Maison des soins palliatifs pendant la fin de semaine. Et où on avait besoin, c'est qu'à tort, le groupe Le Tournant est associé et confondu avec la Maison des soins palliatifs. Alors... Oui, donc les gens mélangent un peu les deux. Oui. Et c'est important de ne pas confondre. Exactement. C'est-à-dire que oui, le groupe Le Tournant, c'est un organisme à but non lucratif avec des bénévoles qui viennent en aide aux gens en fin de vie. Oui.
qui fréquentent la maison des soins palliatifs parce que Exactement. votre clientèle est là. Oui. Mais vous n'êtes pas lié, attaché. Non. Donc, financièrement, on est garant de notre survie. Ouais. Et Francine avait beaucoup d'expérience dans ce domaine, puis connaît beaucoup, beaucoup de gens, et beaucoup de gens la connaissent. Alors, elle nous a amené 3 nouvelles personnes qui ont comblé les postes qui étaient vacants. Et ça va nous donner un élan pour poursuivre notre mission et continuer. Parce que c'est quand même très, très difficile de faire la levée de fonds à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hein? Ah, il y a Parce mille et une causes. Bien, sont toutes exactement. bonnes, Puis là, toutes mais les causes sont beaucoup de bonnes. causes. C'est ça. Toutes les causes sont bonnes. Alors, nous, on a vraiment besoin. Notre CA était composé surtout de gens qui font de l'accompagnement. Alors, ça prend des compétences très différentes pour faire du soutien émotif et faire de la levée de fonds. Alors maintenant, à compter de jeudi dernier, on a les deux côtés du CA qui peuvent se combler puis qui peuvent se compléter les uns les autres. Francine Pilon, qu'est-ce qui vient vous chercher dans cette cause qui est une cause de soins palliatifs, oui, de fin de vie, mais de bénévoles qui accompagnent les personnes en fin de vie? Vous savez, je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'ont pas eu des gens dans leur famille qui sont décédés du cancer ou d'autres maladies aux soins palliatifs. Alors moi, mon père est décédé à Champagnat. À ce moment-là, l'autre n'était pas ouvert. Et ces gens-là m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Quand on vit avec la maladie qui s'en va vers la fin, que la personne qui est là ne veut pas accepter, c'est difficile là, d'essayer de faire comprendre à quelqu'un qu'il faut que tu abandonnes parce que la maladie, elle a gagné sur toi. Alors, ces personnes-là m'ont vraiment aidé à comment réagir, quoi dire, quoi faire. Alors, quand Hélène m'a appelée, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai dit, je lui ai dit oui. Puis quand je suis arrivée à la maison, puis j'ai compté ça à mon conjoint, il m'a dit « T'es pas embarqué encore d'une autre patente? » Et j'ai dit non, toi. » Puis je l'ai gagné. Ah ouais? oui. Il est vice-président. Ce sera le vice-président. Bien, c'est le vice-président à partir de jeudi dernier. Alors, lui, il va s'occuper des levées de fonds. Il a pris sa retraite, Michel, dernièrement. Et bien, il y a du temps. Quel est le rôle des bénévoles? Parce que, on les forme de quelle façon? Oui. Et secondo, une fois qu'ils vont à domicile ou encore à la maison de soins palliatifs, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On écoute beaucoup? On écoute beaucoup. C'est quoi le rôle? Ne deviens pas bénévole au groupe Le Tournant qui le veut. Hein. Il y a vraiment, dans un premier temps, moi, je communique avec les gens, les candidats, les gens qui sont intéressés par téléphone. Je leur fais parvenir un formulaire à compléter. Un formulaire qui pose aussi les vraies questions, hein, qui parle de la mort, qui parle de confidentialité, qui parle de l'esprit d'équipe, qui parle de plein de choses. Et parfois, juste à compléter le formulaire, les gens me disent « c'est pas pour moi ». Donc, quand le formulaire est complété, ils me le retournent. On fixe un temps pour une entrevue. Et par après, il y a une formation qui est obligatoire de peut-être 25-30 heures. Et par la suite, il y a des rencontres mensuelles auxquelles les bénévoles sont convoqués, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement, fortement recommandé. Donc, les bénévoles font beaucoup d'accompagnement. Hein, c'est d'écouter. Puis les demandes sont... On est là pour répondre à toutes sortes de demandes. Hein, on aide aussi, maintenant, depuis quelque temps, on aide un peu les préposés à la Maison des soins palliatifs à passer les cabarets, par exemple, à passer les repas. Fait que ça nous a permis d'ouvrir la porte. Hein? Ça fait que si on a le repas qui est un des plaisirs qui leur reste, bien, ça engage le bénévole, ça engage la conversation. En quoi l'intervention est-elle différente entre un bénévole et une personne en fin de vie versus un intervenant, infirmière, médecin ou autre professionnel de la santé? Avec un bénévole, c'est une écoute inconditionnelle. On n'est pas des amis, on n'est pas des parents, on n'est pas des soignants. Hein? Donc, les bénévoles se confient à nous souvent en disant des choses qu'ils n'oseraient pas dire aux médecins, qu'ils n'oseraient peut-être pas dire aux infirmières parce qu'ils ne veulent pas les blesser ou parce qu'ils ont peur d'être moins bien traités. Ou à leur propre famille. Ou à leur propre famille. Qui les accompagne normalement aussi. C'est ça. Les gens ne veulent pas inquiéter leur famille. Ils ne veulent pas ils veulent pas montrer qu'ils ont de la peine. Ils ne veulent pas montrer toujours qu'ils sont inquiets. Hein? Ils veulent demeurer forts. Les gens qui sont malades ont des besoins des fois de trop plein, de parler de choses à qui ils ne parleront pas nécessairement. Et l'autre chose aussi que je dis aux bénévoles, c'est qu'on n'est pas des amis non plus.
Alors, c'est vraiment un rôle très spécial. Et vos bénévoles, ils vous disent quoi? C'est quoi leur bénéfice à eux d'exercer cette forme de bénévolat-là? Parce qu'on pourrait faire toutes sortes de bénévolat, toutes sortes de formes de bénévolat. Quand on choisit de faire ce genre de bénévolat, d'accompagner des gens en fin de vie, et qu'on revient chez nous, chez soi le soir, on vit comment avec ça? C'est vraiment un privilège. Hein? Tous les bénévoles qu'on a considèrent que c'est un privilège pour eux d'accompagner des gens qui sont vraiment à un moment ultime de leur vie. C'est vraiment, on est dans la vie hein, quand on accompagne ces gens-là. Quand on dit aux gens qu'on travaille en soins palliatifs, les gens nous disent « Oh mon Dieu, comment vous faites? Hein? » Mais on est dans la vie des gens et on leur apporte des petits plaisirs, des petits moments de sourire. Il y a un bénévole, à un moment donné, récemment, à l'automne dernier, qui, à sa chambre, à sa porte de chambre, la porte numéro 1, aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup aller dehors, aimait beaucoup marcher. Et derrière la résidence, il y a un boisé avec, des balançoires, puis des écureuils et tout et tout. Et ce monsieur-là, à un moment donné, nous avait fait une pancarte qui avait collé à sa porte de chambre en disant « Bénévole pour aller marcher, demandez. » Hein? Alors, aussitôt qu'il y en avait un, donc c'est des plaisirs qu'on offre aux gens, très, très simples. C'est une deuxième boule de crème glacée. C'est aller chez Tim Hortons, c'est sortir à un restaurant, c'est accompagner pour aller prendre une marche. C'est vraiment... c'est des choses très, très simples qui font en sorte que les gens sont heureux. En terminant, Mme Pilon, quel est le message que vous passez à la communauté, celle que vous allez peut-être solliciter éventuellement dans différentes levées de fonds? Le but principal, présentement, c'est de dissocier complètement la Maison des soins palliatifs avec nos bénévoles. Nous, on a uniquement des bénévoles, que ce soit pour la Maison des soins palliatifs, que ce soit pour la résidence, pour l'accompagnement à domicile. On a des bénévoles prêts présentement, ils sont prêts à suivre leur formation, mais on n'a pas les moyens présentement de les envoyer à l'extérieur. Aux soins palliatifs, ils sont là, ils sont sur place, mais là, pour les faire déplacer, ça prend de l'argent. Puis aussi, c'est que les demandes sont de plus en plus nombreuses à domicile. C'est ça le... Bien, à vous deux, meilleure des chances, puis on souhaite bien sûr que le message soit bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Si vous êtes un dirigeant d'organisme, sachez qu'à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu existe un programme de reconnaissance. Il est important de vous inscrire. Nous, notre prochain rendez-vous, il est demain. Bye-bye.